Bien, bonjour à tous, il est 12h31, nous sommes vendredi, vous êtes en direct de ZCL, en direct aussi de Radio RHT et de C10FM, et comme vous le savez, tous les vendredis nous recevons une personnalité, c'est donc le ZCL en VIP, ceux qui le méritent, et aujourd'hui, celui qui le mérite, c'est le maire de Trois-Rivières, Jean-Louis Francis, bonjour. Oui, bonjour à tous. Qu'on va recevoir tout à l'heure avec notre consoeur Marie-France Gougeot qui devrait arriver. Sinon, on va tout de suite plonger dans l'actualité, mais avant, je vous avertis que nous allons recevoir aussi Muriel Toto, qui est la présidente du guichet territorial d'emploi et d'insertion, ce qu'on appelle le GTEI. C'était hier l'inauguration. Jocelyne Daril viendra un peu plus tard. C'est la directrice des actions culturelles de Cap Excellence. Et enfin, à la fin de notre ZCL VIP, nous aurons le plaisir et l'avantage de partir en croisière avec Elisabeth Alilaïd qui sera avec nous. Mais sinon, nous revenons à l'actualité et ça va être les titres tout de suite. L'UTC-UGTG a mis en route, comme on dit, mais cette fois-ci à la mairie de Basse-Terre. Les négociations n'avancent pas. C'est le grand blocage. Reportage tout à l'heure de Stanley Manicor. Comme chaque année à la même période, retour des sargasses sur nos plages et singulièrement à Marie-Galante. Olivier Félix s'est rendu sur place et va nous dire un peu ce qui se passe du côté de Cap-Esther. Inauguration de l'agence conseil succession du Crédit Agricole avec Michel Héraclide qui sera avec nous et puis entraînement de l'équipe de foot de Trinidad puisque vous savez que ce soir aura lieu, j'ai pas envie de dire la rencontre du siècle, mais enfin disons l'équipe nationale de Trinidad et celle de la Guadeloupe vont s'affronter sur le stade des Abîmes et pour la première fois sous la direction de Jocelyn Angouloma, ça va être quelque chose d'important. Revenons tout de suite à l'actualité. L'actualité, je vous l'ai dit, c'est cette grève UTC-UGTG à la mairie de Basse-Terre. Depuis 2 jours, les négociations n'ont pas débuté. Il semble bien que le maire de la commune, de la ville de Basse-Terre, de la capitale, Madame Panchard, et les grévistes n'ont pas encore pu se mettre réellement autour de la table. On va tout de suite retrouver le reportage de Stanley Manicor. Blocage là, ça fait ça vit pas qui vient là. Ça a fait quelques temps d'ailleurs, depuis au moins 2 ans. Nous avons rencontré un problème de parking, c'est-à-dire que le personnel n'a pas ni côté pour y garer. Donc, nous faisons des propositions à l'autorité, nous faisons des courriers. Et pour toute réponse, nous t'ai proposé des macarons pour garer sur la voie publique. Ou alors qu'ils payent place à parking là, puisqu'il a dit les commerçants Basse-Terre de payer place à employés. Donc, il peut faire même biter nous. Donc, il n'est pas d'accord. Et quelqu'un a proposé nous, d'ailleurs, nous qui menons voir ces côtés-là, on dort 3 SDF, on notre côté qui est très insalubre, ou alors égaré à Pelpette. Donc, ça n'est pas normal. Je dis là, nous voulons côté pour nous garer. Surtout, quand il y a des gens en ville là qui travaillent pour la mairie, il y a des côtés pour nous garer bien attitrés. Donc, ça aussi, nous te voudrions savoir pourquoi ces gens ont des privilèges et que nous pas nions. Jusqu'à maintenant, quelqu'un a fait, nous a dit, nous fait des propositions, nous avons réponse. Au lieu de nous une réponse concrète, il a continué à dire nous, c'est celle côté qui a nous, c'est dans 3 SDF là. Donc nous a dit non. Jusqu'à quoi là, nous pas vrai pour monde. On a un premier adjoint qui est incapable de nous en décision, de prendre décision. En fait, nous pas vrai pour monde, nous pas ni pour monde en face avec nous là, quand il est là. Au moment où je vous parle, les négociations n'ont toujours pas démarré entre le maire de Basse-Terre et donc l'UTC-UGTG. C'est un conflit sur lequel nous aurons l'occasion, bien sûr, d'y revenir. Au retour, c'est le retour des sargasses à Marie-Galante, comme chaque année à la même période. Les sargasses ne nous font pas de cadeaux, période touristique, mais aussi période des sargasses. Et c'est devant la caméra et le micro d'Olivier Félix qu'on se rend compte un peu de ce qui se passe en ce moment à Marie-Galante. Il va falloir effectivement des moyens pour éliminer ces sargasses. Là, nous venons pour nous récupérer filet en nous parce que
sargasses là, ça a pourri plomb à filer là. Et éventuellement, nous venons pour nous tailler la mer bon matin là, nous pas pas sortir parce que avec toute ça gaz là, nous ne pouvons pas sortir et c'est vraiment dommage quoi. Ça a abîmé tous les matériaux et puis tout ce qui est moteur, appareil électrique quoi. Et voilà. J'ai déjà eu depuis hier, ça sent mauvais vraiment. J'ai déjà eu 2 personnes qui sont venues consulter pour ça, pour des problèmes respiratoires, des problèmes de maux de tête. Alors je pose toujours la même question, qu'est-ce qu'on va devenir? Pourquoi les moyens qui nous avaient été promis ne sont pas là? Qu'a-t-on fait de l'argent s'il y en a eu d'envoyer? Où sont les engins qu'on devait acheter avec si cet argent est arrivé? Comment allons-nous faire encore? On a de la chance, ça arrive en fin de saison touristique presque, mais en attendant, nous, on continue à vivre ici. Ça fait quand même 7 ans que je me bats pour qu'on trouve une solution pérenne pour ces sargasses. Et cette année-ci, je me rends compte que c'est pire que les autres années. Vous avez vu cette invasion de sargasses sur tout le littoral de Cap-Esther depuis le Touloulou. On n'en peut plus. Là maintenant, j'interpelle l'État, tous ceux qui peuvent nous aider. Je sais que la région a déjà fait ce qu'elle pouvait en finançant certaines opérations. Le département qui a financé une barrière flottante, malheureusement, elle a cédé sous le poids des sargasses. Et maintenant, la population est désorientée, elle est exaspérée parce que les émanations d'hydrogène sulfuré provoquent beaucoup d'irritations oculaires, pulmonaires, cutanées, des toux, des nausées, des vomissements. Donc maintenant, nous sommes en danger. Il faut que l'État réagisse. Ils n'ont pas voulu reconnaître ce fléau comme catastrophe naturelle, mais il faut qu'on réagisse. Cap-Esther de Marie-Galante, mais aussi tout Marie-Galante souffre aujourd'hui depuis 7 ans de cette problématique liée aux sargasses. L'économie est à terre, on a rencontré des hôteliers qui sont en difficulté, des gîteurs qui sont en difficulté, j'ai rencontré des taximans qui sont aussi en difficulté. Bref, la situation est difficile. Les quelques touristes qui sont là sont conciliants, mais ils remarquent aussi les émanations d'odeurs qui ne sont pas bonnes pour les instruments, pour le matériel et pour la santé plus généralement, à tous les niveaux. Au niveau bien évidemment de la mairesse de Cap-Esther, de Marie-Galante, que je soutiens, ainsi que les autres maires, mais aussi au niveau du président Chalus que j'ai eu au téléphone, du préfet et puis du ministre à qui j'ai envoyé un message, le Cornu, pour que nous puissions trouver des solutions d'urgence pour soulever ces sargasses qui engoncent nos côtes, les côtes marie-galantaises. Voilà, je vous l'ai dit, nous sommes aujourd'hui dans le ZCL VIP et comme chaque vendredi, nous recevons une personnalité dans cette émission. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est le maire de Trois-Rivières, Jean-Louis Francis, qui, bien sûr, qui remplace l'ancien maire, Madame Vainqueur. Et tout de suite, avec Marie-France Gougeot qui nous a rejoint, on va tracer le portrait de Monsieur Jean-Louis Francis. Marie-France, c'est à toi. Merci. Alors Jean-Louis Francis, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes né donc à Trois-Rivières en 1970. Votre père travaille au tribunal de grande instance de Basse-Terre, votre mère à la banque. Et vous êtes le plus jeune d'une fratrie de 3 enfants. Mais vos plus beaux souvenirs en fait d'enfance, vous les tenez de Trois-Rivières, chez votre grand-mère, là où vous retrouviez régulièrement vos cousins, cousines. Et vous aviez les jeux qu'on avait à l'époque, c'est-à-dire dans la rivière, à la pêche ou à grimper aux arbres. Ensuite, vous passez votre bac à Gerville-Réache et vous poursuivez par un BTS Action commerciale. Votre souhait, c'est ensuite de quitter l'île pour poursuivre vos études. Malheureusement, le décès subi de votre père vous impose de rester auprès de votre mère. Vous avez donc suivi à ce moment-là une spécialisation dans le secteur bancaire et c'est ainsi que vous êtes rentré à la Caisse d'épargne. Alors en 2003, vous devenez manager d'une toute petite agence et puis d'une plus importante et encore d'une plus importante. Et aujourd'hui, je vais dire, vous êtes super manager sur tout le territoire de la Grande Terre. Vous avez aussi, durant un certain temps limité, géré une petite librairie et vous êtes aussi beaucoup occupé d'un groupe de jeunes au sein du diocèse. Mais tout ça ne nous emmène pas pour autant à la politique. Alors pourquoi? Peut-être par rapport à votre implication dans le milieu associatif. Vous êtes un grand joueur de foot, vous avez notamment joué à la Gauloise, à Basse-Terre. Vous êtes aussi membre d'une chorale et ça depuis l'âge de 15 ans. En fait, vous êtes ténor et aujourd'hui vous êtes même chef de chœur.
Peut-être aussi, en fait, avez-vous aimé la politique parce que votre père lui-même adorait, était très impliqué en politique. Et puis, enfin, je pense sûrement parce que aussi vous avez le sentiment qu'il est important d'être au service des autres. Aujourd'hui, votre mandat de maire, dites-vous, vous le prenez comme une mission, une nouvelle, à ajouter tout simplement aux précédentes. Vous dites avec je suis d'abord moi-même avant d'être maire et lorsque je ne serai plus maire, je serai toujours moi-même. Je m'investis dans ce nouvel engagement avec implication mais aussi avec détachement. En 1994, on vous retrouve sur la liste d'Eugenio Jean-Louis. Vous êtes alors dans l'opposition puisque c'est Albert Dorville le maire à l'époque. Vous disparaissez, en tout cas vous vous mettez en veille du milieu politique et on vous retrouve en 2008 aux côtés d'Hélène Vainqueur. En 2017, Hélène Vainqueur, donc le maire de Trois-Rivières, devient députée et c'est vous qu'elle choisit pour la remplacer. Alors Jean-Louis Francis, vous êtes marié, père de 2 enfants. Quand je vous demande quel est votre meilleur souvenir, eh bien vous nous dites que ce sont les Journées mondiales de la jeunesse en 97, où pour la première fois une délégation de jeunes Guadeloupéens partait à Paris. Votre plus grand regret, eh bien, c'est peut-être de ne pas avoir en face de vous souvent des personnes franches, et notamment pendant les conflits. Votre principale qualité, dites-vous, c'est la rigueur. En fait, vous croyez dans le travail, dans la réussite. Alors votre plus grand défaut, eh bien, c'est aussi la rigueur, parce que vous êtes très rigoureux avec vous-même et très exigeant aussi avec les autres. Si vous aviez du temps, que feriez-vous? Eh bien, si vous aviez du temps, vous accompagneriez les gens pour qu'ils, dans leur développement personnel, pour les aider peut-être à se sentir mieux. Ce que vous aimez le plus dans la vie, eh bien, être heureux. Vous aimez les moments de convivialité, les moments de joie. Vos projets aujourd'hui, bien dites-vous, vous avez 2 enfants et votre plus grand souhait, ce serait de leur donner les bases, les repères, en fait les valeurs pour qu'ils soient eux-mêmes plus tard très forts mentalement et deviennent à leur tour des missionnaires. Et enfin, si vous aviez un seul objet à emmener dans vos valises si vous deviez traverser la planète, eh bien ce serait soit votre chapelet ou votre Bible, car vous êtes catholique et fier de l'être. Jean-Louis Francis, merci beaucoup d'être avec nous. Merci Marie-France pour ce bon portrait du maire de Trois-Rivières. Alors moi, j'ajoute quelque chose qui n'est pas dans le portrait. Vous succédez à Madame Vainqueur, Hélène Vainqueur, mais vous n'étiez pas le premier adjoint. Pourquoi est-ce vous qui avez été choisi? Mais parce que le destin avait déjà prévu que je serais le maire de Trois-Rivières à la suite de Madame Vainqueur. Donc c'est vrai qu'au sein d'une liste, aujourd'hui, on peut avoir différents positionnements. Il faut savoir qu'au regard du législateur, nous sommes tous des conseillers municipaux et nous pouvons tous accéder à cette fonction de maire. Et donc le choix a été porté sur ma personne parce que, en toute simplicité, je pense que je puis porter aujourd'hui à l'équipe une manière de travailler, une manière différente, et je pourrais aussi porter cette jeunesse, cette vision pour que Trois-Rivières, qui s'est développée déjà, puisse poursuivre son développement et permettre à cette belle commune de retrouver sa place dans la zone sud Basse-Terre et singulièrement aussi au niveau de la Guadeloupe. Voilà. Juste une deuxième question avant de passer la parole à Marie-France, puisqu'on parle un peu de politique. Ça veut dire qu'un jour, vous serez peut-être député suppléant avant d'être député de Madame Vainqueur, si ça continue? Alors, vous savez, député, c'est un mandat national. Je veux avant tout être déjà au service de Trois-Rivières, au service de la zone Basse-Terre, mais au service de la Guadeloupe. Le mandat national est un mandat certes intéressant, mais je pense que c'est sur le terrain qu'on rencontre les personnes et c'est sur le terrain que l'action peut être plus directe. Aujourd'hui, je m'intéresse à ma commune et à mon département et je souhaite pouvoir porter vraiment cette pierre pour que ce département se développe. Voilà. Alors aujourd'hui, Jean-Louis Francis, on vote effectivement pour le secrétaire fédéral du PS en Guadeloupe. Il y a 4 candidats. Je voudrais savoir premièrement si vous avez votre carte du PS, si vous avez voté et pour qui avez-vous voté? Alors donc effectivement, ma base, mon fondement, c'est vrai, il est celui du Parti socialiste, mais il faut savoir qu'aujourd'hui que c'est un parti qui se rénove, c'est un parti qui doit pouvoir s'adapter parce que les pratiques
les visions peut-être qui ont eu l'occasion de réussir par le passé ne sont plus à l'ordre du jour. Donc moi, je reste dans l'ouverture, je reste dans cette vision, dans cette ouverture, parce que le Guadeloupéen a besoin de concret, le Guadeloupéen a besoin d'action, et quels que soient les partis qui se sont succédés au niveau de notre département, il y a effectivement des choses qui ont pu être faites de bien, mais il y a d'autres qui auraient pu être faites de manière différente. Donc je ne m'enferme pas, je suis ouvert. L'essentiel, c'est que l'intérêt du Guadeloupéen soit préservé. Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Alors, c'est vrai que le vote, généralement, il est secret, et c'est la raison pour laquelle je me préserverai de pouvoir garder ce vote qui aura été fait. Mais sinon, pour repréciser les choses, je suis un homme d'ouverture, je suis un homme d'action, et je compte pouvoir bien l'affirmer. Mais alors, socialiste ou pas? Mon fondement est socialiste, effectivement, parce que encarté, c'est ça? Je suis encarté, c'est vrai, mais il faut savoir, comme je vous ai dit, qu'aujourd'hui, le parti doit pouvoir se rénover, le parti doit pouvoir avoir une vision, et il doit avoir une vision moderne. Vision moderne, c'est avoir, je ne dirais pas une nouvelle façon de penser, mais une nouvelle façon de conduire la politique. Oui. Et cette nouvelle façon de conduire la politique, il faut qu'elle soit véritablement rajeunie, et il faut qu'elle soit au service des Guadeloupéens. Alors, on vous pose la question, Marie-Françoise et moi, parce que M. Louel est en train de créer un nouveau mouvement, savoir est-ce que vous serez dans ce mouvement ou est-ce que vous resterez à la frontière des deux entre le PS et ce mouvement? Alors, effectivement, il y a un mouvement qui est en cours de constitution. Et donc, au moment opportun, je vais pouvoir effectivement me positionner. J'essaie de toujours garder cette liberté d'esprit qui me conduirait à me positionner véritablement au service de la Guadeloupe. Donc le mouvement, il se crée. Si je dois porter ma pierre, je porterai cette pierre, mais je souhaite porter une pierre dans la modernité, je souhaite porter une pierre dans la nouveauté, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus se permettre de fonctionner comme ça a été le cas déjà depuis quelques années en Guadeloupe. Alors que répondez-vous à ceux qui disent que vous partagez en fait votre fauteuil de maire avec Hélène Vainqueur? Alors, vous savez, je ne peux pas me permettre d'imaginer un instant une réponse à cette question, parce qu'effectivement, ce n'est pas le cas. Vous savez, j'ai toujours dit que je porte cette fonction de maire en responsabilité. La responsabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je dois être responsable et je suis responsable de mes actes et de mes décisions. Donc, il est plus facile pour moi d'être responsable de ces décisions que d'être responsable des décisions des autres personnes. Alors, de manière directe et sincère, je dis à toute la Guadeloupe que je porte cette mission et cette fonction en toute responsabilité. Voilà. Très bien. Alors, concernant le PLU, en fait, je voudrais vous poser une question. Saint-Claude, par exemple, a refusé que ce soit la communauté de communes qui rédige son PLU. Est-ce que Trois-Rivières l'a rédigé ou est-ce que vous avez confié? Non, c'est la commune de Trois-Rivières qui rédigera son PLU. D'accord, alors on continue sur la politique et j'ai envie de vous poser la question. Vous arrivez à la mairie, vous étiez déjà adjoint, 3e ou 4e adjoint. Quel est globalement l'héritage de Mme Vainqueur? Est-ce que vous trouvez les choses bien établies ou bien est-ce que vous êtes en train de un petit peu, j'ai pas envie de dire de faire le ménage, mais enfin de revoir un peu ce qu'il faut faire? Alors, donc il faut savoir que quand l'équipe d'Hélène Vainqueur, Christophe, donc réussi aux Trois-Rivières, nous sommes arrivés en 2008, il y avait un passif, oui. Et donc cette équipe a permis de rétablir pas mal de situations. Alors c'est sûr qu'un travail n'est jamais totalement achevé, donc une grande partie a été réalisée sous l'impulsion de l'équipe d'Hélène Vainqueur depuis 2008. La commune a pu retrouver un niveau d'investissement
plus qu'intéressant, c'est-à-dire très satisfaisant, et ce qui a permis de doter notre commune de structures et de moyens nous permettant de répondre aux besoins de la population. Donc ce travail étant effectué, au niveau du personnel, même si dernièrement le personnel avait exprimé un certain mécontentement, s'il se rappelle au bon souvenir de 2008, quand même, depuis 2008, un travail a été réalisé. Une ouverture du dialogue a pu être faite. C'est vrai que certains pourront considérer que ce n'était pas suffisant. Et moi, ayant pris le relais, le témoin, je poursuivrai le travail qui a été fait, c'est-à-dire afin d'améliorer tout ce qui pourra l'être, afin de faire grandir tout ce qu'on pourrait faire grandir. Et ensuite, à l'arrivée, ça donnera un travail réussi dans la mesure où je pense qu'une partie quand même intéressante a déjà été effectuée. Voilà. Alors, dites-moi, par le passé, Trois-Rivières avait des relations tendues avec le SMRBT. Je voudrais savoir aujourd'hui, avec la communauté de communes, c'est toujours la même présidente qui est là, quelles sont vos relations ? Alors, me concernant, vous savez, en termes de relations humaines, moi, je suis bien avec tout le monde. Je suis pas partisan de ceux qui pourraient penser que ne partageant pas la même vision politique que nous aurions un quelconque différent. Le cas est le suivant. La Guadeloupe, aujourd'hui, nous sommes en 2018. Les personnes qui, pendant des années, ont mené les affaires de ce département ont certes réalisé un travail et aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Donc moi, par rapport à cette communauté d'agglo, je pense que cette communauté d'agglo doit être au service des communes de la zone Sud-Basse-Terre. Alors quand on dit au service, c'est vrai qu'il faut vraiment qu'il y ait une prise de hauteur de manière à ce que les missions, les actions qui sont réalisées puissent avoir une répercussion favorable sur l'ensemble de ces communes composant cette communauté d'agglo. À ce jour, les avis peuvent être différents. On se retrouve plus avec... c'est vrai que le siège social était planté sur le territoire de Basse-Terre, que j'aime beaucoup, je connais Basse-Terre très bien. Néanmoins, les autres communes font partie de la communauté d'agglo et ces deux autres communes se doivent de pouvoir attendre aussi de cette communauté d'agglo plus d'accompagnement dans les projets, dans les missions, de manière à ce que nous puissions toujours servir l'intérêt général au sein de nos communes. Voilà. Alors qu'on voit par exemple au lendemain du dernier cyclone, Trois-Rivières a été pendant quelques semaines même plongé dans l'obscurité. Ça ne dépend pas de la communauté d'agglo bien sûr, mais il y a des problèmes de voirie, il y a des problèmes de route, il y a des problèmes d'eau aussi, etc. Comment vous avez géré ça avec, parce que vous veniez d'arriver à l'époque, vous avez géré ça avec Madame Chevry? Alors, c'est vrai que l'après-Maria, aujourd'hui c'est encore l'après-Maria, parce qu'il y a des zones de Trois-Rivières qui sont encore dans le noir. Hein. On n'a pas réussi à régler totalement le problème de l'éclairage au sein de la collectivité. Ça c'est vrai, et je sais que la population de Trois-Rivières a été patiente. Et je remercie publiquement cette population de sa patience parce que je sais que pas mal de sections et de secteurs se trouvent dans le noir. S'agissant de la communauté d'agglo, c'est vrai que nous avons eu l'occasion de faire une intervention pour la collecte des encombrants qui, à un moment donné, qui a beaucoup traîné, oui. Qui a fait qu'à un moment donné, notre commune s'est retrouvée à un niveau qui n'était pas très, très intéressant, oui. Elle n'était pas très belle. On ne pouvait pas circuler. Voilà, pas très belle à voir. La communauté d'agglo s'était engagée à réaliser une opération coup de poing à la fin de l'année, entre novembre et décembre. Cette opération a été réalisée et nous a permis de retrouver une situation quasi normale sur le territoire. Voilà. Alors, concernant le budget de la commune, oui. Trois-Rivières est une commune qui a la réputation d'être plutôt bien gérée. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Alors, Trois-Rivières, bien gérée, oui, mais c'est une petite commune, c'est un budget modeste. Alors,
10 millions, 11 millions au budget de fonctionnement. Et ce qui pèse sur notre commune, sur ce budget de fonctionnement, c'est encore voilà, le budget, la masse salariale, autant pour moi, la masse salariale qui pèse, qui représente près de 70% de ce budget de fonctionnement. Donc c'est un héritage du passé. Là, nous ne sommes pas là pour tirer et envoyer la pierre à quiconque. Des décisions avaient été prises il y a de cela plusieurs années. Elles avaient été prises en faveur de l'emploi, en faveur d'une réponse sociale apportée. Malheureusement, aujourd'hui, nous devons pouvoir gérer cette situation. Nous la gérons et nous demandons à ce que tous les trois riverains puissent être solidaires pour nous permettre de gérer cette situation particulière. Voilà, il est pratiquement 13h. Nous sommes toujours en ZCL VIP avec le maire de Trois-Rivières, Jean-Louis Francis. On va le retrouver tout à l'heure, le temps d'une page de publicité. On se retrouve pour la suite de cet entretien avec Marie-France Goujoetna. Retour donc sur le plateau du ZCL en VIP. On reçoit, je vous le rappelle, le maire de Trois-Rivières, Jean-Louis Francis, en présence et avec l'aide de notre consoeur Marie-France Goujoetna. On a fait avec lui le tour un petit peu de la situation politique au lendemain donc, de cette succession d'il y a quelques mois. Monsieur le maire, on parlait d'héritage tout à l'heure, c'était le dernier mot que vous avez utilisé tout à l'heure, juste avant la pause publicitaire. Et justement, il y a eu dans votre commune un conflit social assez dur, il faut le dire, avec l'UTC et GTG, puisqu'on a vu ce qui se passe en ce moment à la mairie de Basse-Terre. Est-ce qu'il y a eu un protocole d'accord il y a 3 semaines, je crois, un samedi? Les négociations, pour avoir vu un peu ce qui se passait, ont été très dures en ce moment. Sur quoi aujourd'hui vous êtes mis d'accord avec le GTG, avec l'UTC et le GTG? Alors, s'agissant de leur proposition, donc c'était une revendication, donc c'était une plateforme avec plusieurs points. Le point qui causait le point noir, c'était celui qui concerne le régime indemnitaire. Oui. Donc nous avons pu faire une proposition, ce que nous avons toujours tenté de faire comprendre à l'organisation. Nous sommes ouverts pour le dialogue, parce que c'est vrai que je crois véritablement, c'est dans la discussion que pourrait jaillir la lumière. Et là, nous sommes d'accord. L'essentiel, c'est que quand nous abordons un sujet, ce serait bien que chacun puisse admettre une situation. Et la situation de la commune de Trois-Rivières, c'est une situation fragile, sensible, juste ce qu'il faut. On ne peut pas dire que nous avons plus de moyens que d'autres. Et ce que je cherchais à démontrer à l'organisation syndicale, c'est qu'il était nécessaire qu'ils comprennent, du moins qu'elles comprennent, cette situation financière qui était particulière, c'est-à-dire une masse salariale importante. Je l'ai dit tout à l'heure, plus de 70%. Donc nos marges de manœuvre limitées. Donc je veux et je suis favorable, parce que moi aussi je suis un salarié. Je sais bien que à partir du moment qu'une décision est prise en faveur du pouvoir d'achat, tout le monde est satisfait, tout le monde est content. Je suis d'accord, parce que derrière une distribution, une rémunération complémentaire, ce sont des familles. Je suis d'accord, je suis favorable. Il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est que moi, en fonction de mes moyens, je peux répondre à un certain niveau, mais j'attends qu'en face de moi, que le partenaire aussi comprenne cette situation. Parce que si nous sommes en négociation, en discussion, nous devons pouvoir porter une réponse. Et la réponse, je ne dois pas la porter pour moi, je dois la porter dans l'intérêt, effectivement, des salariés, mais aussi dans l'intérêt de la population de Trois-Rivières. Voilà. Ma réponse. Alors, simplement, en préparant votre bio, j'ai senti quand même que ce conflit vous avait marqué, notamment quand vous dites qu'en face de vous, il y avait beaucoup de langues de bois, que c'était compliqué. C'est la première fois que vous étiez dans une telle position? Alors, position, oui, je me suis déjà retrouvé de l'autre côté. Vous êtes syndicaliste, vous avez été syndicaliste? Ah oui, parce que je pense qu'il faut effectivement défendre l'intérêt des salariés.
parce que les salariés ont besoin d'être accompagnés. Parce que nous sommes dans un monde particulier, il y a des situations où vous avez des patrons qui peuvent par moment refuser ce dialogue. Donc je suis favorable. Là, en se trouvant de l'autre côté, je reste toujours favorable à ce qu'on puisse défendre les intérêts des salariés. Je demande simplement qu'on puisse intégrer une situation. Et la situation, ce n'est pas moi qui la crée. La situation, c'est une situation, elle est factuelle, que nous puissions prendre les chiffres. Et je demandais toujours, durant cette semaine, à l'organisation syndicale, faites-moi des propositions, dites-moi dans quel sens, vers quelle ligne pourrais-je aller pour que nous puissions répondre à la revendication. Et moi, je reste dans cette ouverture parce qu'il faut créer prendre une orientation, créer une réponse pour que cette réponse soit adaptée, mais chacun doit mettre du sien dans le cadre d'une négociation. Moi, en tant que patron, mais aussi l'organisation qui représente les salariés, en préservant l'essentiel, c'est-à-dire, comme je le dis toujours, après la grève, on continue à travailler. Après la grève, je dois pouvoir préserver les conditions de travail. Après la grève, je dois toujours donner du matériel. Donc, on doit pouvoir intégrer ces différentes notions de manière à ce que toute décision qui soit prise ne mette pas en péril le fonctionnement de la collectivité. Voilà. Alors on continue à parler budget. Vous avez récemment, la municipalité s'est portée acquéreur de l'habitation Ponchard. Oui. Je voulais savoir quelle est la finalité, que souhaitez-vous en faire? Alors effectivement, cette habitation, c'est une habitation quand même qui a un passé, pour ce qu'elle a représenté. C'est une habitation qui est classée, donc c'est une habitation aujourd'hui qui a une valeur symbolique et patrimoniale pour Trois-Rivières. Donc, alors plusieurs destinations à l'origine étaient prévues. Pour l'heure, nous sommes cette nouvelle équipe. Nous allons pouvoir, avec cette nouvelle équipe, prendre une orientation. Mais comme je vous dis, quel que soit ce projet ou un autre projet, l'essentiel que l'orientation ne se fasse pas dans un intérêt personnel d'un groupe pour se dire demain que nous avons atteint un objectif. Il faut que cette orientation qui soit retenue le soit au service de Trois-Rivières et au service de la jeunesse ou des aînés de Trois-Rivières. Donc plusieurs orientations étaient au départ prévues, donc nous n'avons pas encore retenu sa destination. Ce ne sera pas un musée. Ce ne sera pas un musée en tout cas. Donc de toute façon c'est une très belle habitation, vous voyez, donc plusieurs destinations sont possibles. Pourrait être une salle d'expo, pourrait être aussi à un moment donné on a pensé à ce que ça soit un relais touristique, donc plusieurs destinations possibles. Voilà. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, dans 5 minutes il va falloir conclure. Je voulais revenir avec vous très rapidement sur l'exemple de Trois-Rivières en matière d'eau. Vous avez votre propre régie, vous savez que beaucoup de communes ont des coupures d'eau, etc., des difficultés. Comment Trois-Rivières a réussi à se préserver de la crise de l'eau? Alors, donc il faut savoir, donc chez nous, nous avons donc cette régie qui avait été créée depuis quelques années, à l'époque déjà de Monsieur Eugenio Jean-Louis, et donc les différents maires avaient toujours pris cette option de préserver cette régie sur le territoire. Comme notre équipe en 2008, nous avons décidé de maintenir cette régie. Malgré le fait qu'avec notre appartenance à la communauté d'agglo, c'est une compétence qui revenait de droit à la communauté d'agglo. Donc la communauté d'agglo du Sud Basse-Terre, en fonction de ses moyens, s'est bien rendu compte et nous étions donc favorables
à ce que cette régie puisse être préservée sur le territoire de Trois-Rivières. Donc l'avantage de cette régie, c'est véritablement un service de proximité. Les agents connaissent le terrain, les agents connaissent les besoins de la population, ils se rendent disponibles et tout ceci réuni fait qu'aujourd'hui que nous avons un service qu'on pourrait qualifier de satisfaisant sur notre territoire, tout en sachant aussi que quand les problèmes de sécheresse concerne les autres communes de notre département, mais sachez que qu'aussi à Trois-Rivières, ces problèmes de sécheresse nous concernent aussi. Alors justement, est-ce que c'est pas là la réponse? Est-ce que c'est pas Trois-Rivières qui détient la réponse? Ça fait 20 ans que vous avez cette régie, 20 ans que vous avez de l'eau. Est-ce que finalement les autres communes ne devraient pas copier ce système? Alors plusieurs régies. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a encore la régie qui se trouve sur la commune sur le territoire de Sainte-Rose. Il y avait d'autres petites régies. Alors, avoir une régie, c'est bien, mais aussi la gérer en bon père de famille, c'est aussi bien. Alors, à Trois-Rivières, par rapport au coût de l'eau, par rapport à nos investissements, par rapport au fait que nous avons toujours été là pour pouvoir rénover une partie du réseau, nous sommes en train de construire un nouveau captage, un nouveau réservoir sur l'Ermitage. Donc, ce qui dénote que c'est vrai, avoir une régie c'est bien, mais penser à préserver cette régie et à la mettre en conformité pour un développement de la production, c'est aussi bien. Voilà. Alors, on va poser une avant-dernière question avant une dernière pause de pub et on va terminer tout de suite après sur une petite page de pub. Le stade de Trois-Rivières. Alors, le stade de Trois-Rivières... Parce que M. Charles est venu vous voir récemment. Oui. Il y a eu un conseil régional spécial chez vous. Est-ce que les fonds qui devaient arriver ont abondé pour ce stade? Alors, pas encore. Pas encore. C'est vrai que le stade de Trois-Rivières, c'est un stade sur lequel la région, dans le temps, s'était positionnée avec... C'était la région Lure, il faut le dire. Voilà, une participation importante. Et c'est vrai que ce stade est bloqué depuis quelques années pour une question de financement et de participation attendue. Alors, moi, je ne peux qu'espérer, et c'est ça mon discours aujourd'hui, je ne peux qu'espérer que nous, qui sommes des hommes politiques, qui venons face à une population, que nous puissions toujours prendre nos décisions au profit d'une population, c'est-à-dire au profit d'une jeunesse. Il y a une jeunesse qui est en attente. Et en permettant à cette collectivité de disposer de manière rapide les financements, cela nous permettra de répondre plus rapidement aux besoins de cette jeunesse de Trois-Rivières, cette jeunesse sportive qui, déjà depuis 5 ans, attend la concrétisation de ce stade. Donc je souhaite que sur cette année 2018, que nous allons pouvoir débloquer la situation et permettre à ce qu'une inauguration soit prévue avant la fin de l'année. Voilà. Dernière page de pub avant la clôture. Donc rapidement, on prend cette page de pub et on se retrouve pour terminer cet entretien avec Marie-France. Bonjour et bienvenue chez moi à Petit Canal. Je suis Axel Collangean, présidente de Ballon au Canal. Pour nous aider à faire bouger les lignes à Petit Canal, Ballon au Canal vous invite à son grand midi minuit. Rendez-vous le samedi 31 mars, samedi Gloria, à la ferme Allée du Moulin à Petit Canal à Cluny. Au programme, bon manger local, animation avec du gros cas, de la danse indienne et le groupe Dynasties en live. 25 € en pré-vente, 30 € sur place. Infoline 06 90 00 22 07 et Facebook Ballon au Canal. Vinbon ou Fosla. Chantez!
Fac, les 31 mars et 1er avril. Camping géant de 2 jours non-stop de festivités sur la plage de la Fête à Cabrit. Animation, village, soirée, plateau de folie sur la plage. Destra Garcia, Triple K, Billix, Kevni, Mathieu White, Drex, Métis et les meilleurs DJ de l'île. Yannick Cabrion, Tempo et Dominique Coco. Pâques à la Fac, un festival gratuit de musique internationale avec des rotations régulières en bateau avec l'Archipel, Cadran, Caribe Désir et Caresse Antillaise. Samedi 31 mars et dimanche 1er avril, c'est Pâques à la Fac. Plus d'infos sur Facebook et Instagram, Fête à Cabrit. Le week-end de Pâques, c'est à la Désirade, à la Fac et c'est gratuit. L'Office de tourisme et la municipalité de Trois-Rivières vous invitent à la 22e édition de Artiflore. Le mercredi 4 avril à 18h à la mairie, conférence débat sur les secrets de l'alimentation saine avec le docteur Suzy Zozio, biochimiste. Les samedis 7 et dimanche 8 avril à partir de 9h dans la cour de l'école mixte 1, vente d'artisanat d'art local, de plantes, de fleurs, défilés de mode, animations diverses. Artiflore, c'est avec l'Office de tourisme, la mairie de Trois-Rivières, la région Guadeloupe et le département Guadeloupe. Voilà, après la page de promo ZCL, on revient tout de suite pour conclure avec le maire de Trois-Rivières qui est notre invité, Marie-France, la avant-dernière question. Une question d'actualité, puisque dans 2 semaines, en fait, donc Trois-Rivières va accueillir pour la Xème fois, je ne me souviens même plus. 22e fois. Ouais, merci, 22e fois, donc son grand marché de la fleur et de l'artisanat. Donc ça, c'est une grande manifestation pour la commune. Il y en avait une autre, donc quand Trois-Rivières s'est dépositionné pour être, j'allais dire, le centre, la commune amérindienne, et effectivement l'histoire le prouve. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez d'autres, vous, monsieur le maire, d'autres perspectives comme ça, de grandes manifestations que vous voudriez lancer dans votre commune? Alors c'est vrai que par rapport à Artiflore, c'est une manifestation qui a conquis son public, qui a un véritable cachet, et on n'hésite jamais à tirer un grand coup de chapeau au président de l'Office du tourisme, M. Alexis Arras, et toute son équipe qui, chaque année, mettent tout en œuvre pour que cette manifestation soit un véritable succès. Donc là encore, le cru 2018 sera un bon cru. Donc je sais que toute cette équipe s'est mobilisée pour que l'organisation soit satisfaisante et nous permette de recevoir sur le territoire de Trois-Rivières l'ensemble de nos visiteurs, aussi bien des Guadeloupéens, mais aussi des touristes présents sur notre département durant cette période. Et vous avez aussi un festival amérindien et un festival de steel band. Voilà, alors le festival de steel band, c'est vrai que c'est... chaque année, nous étions à la 4e édition. Cette année-ci, il y avait eu cette présence très remarquée d'Andy Narel qui nous a permis de réaliser cette belle manifestation. Nous sommes en train déjà de penser à la 5e édition parce que c'est une manifestation, elle aussi, qui gagne son public et qui prend sa place dans le paysage culturel de notre commune. S'agissant des rencontres d'art et d'histoire, donc c'est une manifestation qui a lieu tous les 2 ans. Elle a pris un beau départ, c'est vrai, mais je pense qu'il va falloir peut-être lui donner un second souffle pour pouvoir s'adapter à notre temps, s'adapter à notre public, de manière à ce que sur une période peut-être plus courte, permette d'offrir un spectacle et une production de qualité. Voilà. Bien, Marie-France, comme d'habitude, en fin de parcours, vous allez nous faire un petit round-up de ce qui a été essentiel, de ce qu'a dit M. Francis. Absolument. Donc, les idées majeures. Donc, concernant le Parti socialiste, vous aimeriez en fait une vision beaucoup plus moderne, une nouvelle façon de conduire la politique. Concernant la communauté de communes du Sud-Bastère dont vous faites partie, vous dites qu'effectivement, pourquoi pas, mais vous souhaiteriez une prise de hauteur nécessaire pour que toutes les communes, finalement, en bénéficient, et pas seulement Bastère. Vous nous apprenez que votre budget de fonctionnement est de 11 millions, avec quand même 70% destinés donc à la masse salariale. On est revenu rapidement sur le conflit donc du GTG. Et enfin, concernant l'eau, vous pourriez peut-être être pris en exemple, parce que c'est une régie depuis 20 ans qui gère ce problème, et vous dites que ça fonctionne plutôt pas mal. Et pourquoi? Parce que vous la gérez en bon père de famille, avec les bons investissements au bon endroit.
Ben, je crois qu'on a tout dit, sauf que monsieur le maire ne savait pas, mais quand nous faisons le ZCL en VIP, nous demandons à des téléspectateurs, 5 téléspectateurs, de regarder l'émission, de noter, et dans l'ensemble des notes, je fais la moyenne, vous arrivez à 13 sur 20. On dit il y a un petit peu de langue de bois, un petit peu d'hésitation sur un certain nombre de points, mais enfin, on laisse penser que vous êtes tout jeune dans la profession, entre guillemets, de maire, et que pour débuter à 13 sur 20, un peu plus que la moyenne, c'est déjà pas mal. Merci à tous ceux qui ont procédé à cette notation. En fait, c'est vrai que l'homme politique pour lequel nous étions habitués à voir, c'est vrai que c'était un homme de promesses, c'était un homme voilà, qui hésitait avant de dire peut-être la vérité à cette population. Aujourd'hui, il y a des situations réelles qui doivent être constatées, et ces réalités doivent être partagées avec la population. Nous devons toujours rester en réel. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. L'essentiel, c'est de préserver toujours l'intérêt général de la population. Voilà. Merci Jean-Louis Francis, en tout cas pour votre première venue à notre émission. Merci à Marie-France bien sûr, et à tous ces téléspectateurs de Guadeloupe, de Martinique, de France qui nous regardent et qui nous envoient des SMS et des tweets. Ça prouve que cette émission est très regardée. Et puis on va passer à la suite de l'information, puisqu'on va revenir au journal. Je vous annonce que dans 2 semaines, puisque le vendredi prochain, à cause de la religion, nous serons vendredi saint, il n'y aura pas d'émission. On va se retrouver dans 15 jours avec le maire de Petit-Bourg, Guy Losbar, qui sera avec nous. Sinon, tout de suite, l'agence du conseil succession du Crédit Agricole était en inauguration. C'était hier. Reportage, Michel Héraclide, c'est tout de suite. Nous sommes là pour l'inauguration de l'agence conseil succession du Crédit Agricole. Aujourd'hui, c'est un moment important puisque nous sommes la seule banque de Guadeloupe à mettre en place ce type d'espace dédié aux clients qui ont à faire face à une succession. Notre objectif, c'est apporter à chacun des héritiers le meilleur service, donc une rapidité dans le traitement des dossiers pour les petites successions. La deuxième, c'est de conseiller les héritiers pour préserver tout au moins et développer le patrimoine dont ils héritent. Et puis la troisième, c'est d'être une ouverture sur les familles qui sont hors de la Guadeloupe, puisque nous avons à la fois un système de visioconférence et un espace succession sur la vitrine Internet qui permettent de communiquer et qui met à disposition des informations pour les membres de la famille qui sont hors du département. Donc il y a un vrai enjeu pour nous. Nous avons répondu à un besoin de nos clients, puisque le décès est un moment particulier. Aux Antilles, notre culture fait que c'est un moment encore plus particulier. Donc aujourd'hui, le Crédit Agricole a mis en place un espace d'accueil convivial, reposant, qui nous permet d'accueillir nos clients dans les meilleures conditions. Le Crédit Agricole, notre slogan, c'est la territoire attitude, c'est notre vocation. Nous voulons, par l'ouverture de cette agence, montrer que le Crédit Agricole est la banque des bons et des mauvais moments. Nous voulons accompagner les familles de nos clients, de nos sociétaires, même quand ils ont perdu un proche. Il était important pour nous qu'on puisse les accueillir dans un lieu digne de ce nom pour, je ne dirais pas apaiser leur douleur, mais comprendre de la situation difficile qu'ils viennent de vivre. Nous, au Crédit Agricole, on est banque régionale de plein exercice et on veut, par l'ouverture de cette agence, montrer notre différence. Voilà, il est 13h25 dans le ZCL a pris donc le départ du maire et cette interview avec Marie-France Gougeot. On va continuer dans ce ZCL. On va recevoir tout à l'heure Muriel Toto qui est la patronne du GTEI. Vous saurez tout à l'heure ce que c'est. Ensuite, on va recevoir bien évidemment Madame Jocelyne Daril et nous partirons en croisière comme chaque vendredi avec Elisabeth qui est déjà là. Et donc plage de pub, page de pub et plage de pub aussi. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite de ce ZCL. Toujours avec vous. Merci d'être avec nous. Voilà, il est exactement 13h30 après cette dernière page de pub. Je vais me retrouver en position d'interroger 3 femmes. Toutes magnifiques, et elles sont venues, l'une pour parler de la convention région CMPE
Et la JTEI, c'est Muriel Toto. Bonjour. Bonjour. Une autre, la directrice des actions culturelles, de la politique culturelle de Cap Excellence, parlé d'Amos tout à l'heure, c'est Madame Daril. Bonjour. Bonjour. Et enfin, notre croisiériste et touriste habituelle, Elisabeth Adélaïde, avec elle tout à l'heure, on va partir en direction de Sainte-Lucie. C'est tout près. Voilà, d'ailleurs, un festival de jazz très prochainement dans cette île. Avant de parler de ça, on va commencer donc avec Madame Toto. Alors hier, à la salle des congrès du Memorial Act, la région Guadeloupe a signé une convention de partenariat avec le conseil départemental, le CMPE Guadeloupe, le guichet territorial d'emploi et d'insertion dont vous êtes la directrice. Quel était le cadre de cette convention? Alors cette convention a été signée entre le guichet territorial d'emploi d'insertion, la CPME Guadeloupe, la Confédération donc des petites et moyennes entreprises de la Guadeloupe, le conseil régional et de la Guadeloupe et le conseil départemental. L'objectif de cette convention est de renforcer la politique publique de l'emploi à destination des publics, des demandeurs d'emploi qui rencontrent des difficultés pour intégrer l'emploi aux conditions normales sur le marché du travail. Donc voilà, c'était vraiment l'objet de cette signature, avec bien évidemment donc des moyens et renforcer un dispositif qui existe déjà depuis quelques années. On fêtait aussi les 10 ans du guichet territorial d'emploi d'insertion et puis on a profité de cette signature pour féliciter les entreprises qui sont engagées dans l'emploi, dans la cohésion sociale, tout à fait, qui sont engagées à nos côtés pour recevoir des demandeurs d'emploi qui ont besoin d'intégrer l'emploi. Alors, j'ai l'impression que la devise du JTEI, dont vous êtes la directrice du guichet territorial d'emploi et d'insertion, c'est recrute, embauche, forme et insère. Tout à fait. Ça, c'est une devise, mais sur le plan concret. Alors, c'est très simple. D'abord, je ne suis pas la directrice de ce dispositif, j'en suis la présidente. La directrice est une femme extraordinaire qui se démène et qui fait que le dispositif est ce qu'il est. C'est Madame Jacquin Presilia. Donc, oui, effectivement, on insère, on forme, on embauche, etc. Je vais vous expliquer en 2 mots ce que nous faisons. Déjà, le guichet territorial d'emploi d'insertion, c'est un guichet sur lequel des entreprises viennent déposer leur offre d'emploi. Et c'est un guichet aussi devant lequel les demandeurs d'emploi viennent se servir en termes d'emploi. Donc c'est important. Territorial parce que nous agissons sur l'ensemble du territoire. Et d'emploi d'insertion, c'est parce que nous plaçons sur le parcours d'insertion d'une personne, d'un demandeur d'emploi, des heures de travail. Des heures de travail, alors comment nous les plaçons? Nous embauchons les demandeurs d'emploi. Nous les plaçons, nous les mettons à disposition chez nos partenaires, les entreprises qui ont des besoins en termes de main-d'œuvre. Et donc, c'est comme ça que les demandeurs d'emploi se retrouvent à intégrer l'emploi. En fait, ce que nous faisons, c'est de l'intérim d'insertion. Oui. L'intérim d'insertion, c'est un peu comme l'intérim classique, un peu, en matière de contrat, c'est comme l'intérim classique. Mais pour ce qui est de la raison pour laquelle nous embauchons, ça n'a rien à voir avec l'intérim. Nous embauchons parce que un client, un partenaire, parce que chez nous, ce sont des partenaires, a un besoin, mais surtout parce que nous avons besoin de placer de l'emploi sur le parcours d'insertion d'une personne. Et rappelons une chose importante, ce qui est très très peu compris en général dans le grand public, l'insertion c'est quoi? L'insertion c'est tout simplement l'emploi. Donc quand on parle d'insertion, c'est l'emploi. Quand on permet à une personne de s'insérer, on permet donc à une personne d'intégrer l'emploi dans des conditions normales sur le marché du travail. C'est ça notre recherche. Alors, et ça se fait au travers d'un parcours. Madame, tout pour que ce soit très clair pour les demandeurs d'emploi qui nous regardent ici et ailleurs, quelle est la différence entre le JTEI et le Pôle emploi? Alors, un partenariat ou vous êtes totalement à côté? Alors la différence, d'abord, il faut savoir que c'est notre offre de service, c'est-à-dire ce que nous apportons aux demandeurs d'emploi et aux entreprises d'ailleurs, c'est une offre de service qui rentre dans l'offre de service des services publics de l'emploi. D'accord. D'accord. Donc nous sommes mandatés par les services par l'État, plus exactement. C'est le préfet qui signe une convention avec notre dispositif, avec bien évidemment une convention qui nous oblige à des résultats. Et lorsque nous signons une convention de service social d'intérêt économique général avec l'État, les services de l'État, eh bien nous sommes liés immédiatement à notre partenaire privilégié qui est le Pôle emploi, puisque nous rentrons dans l'offre de service du Pôle emploi. Le Pôle emploi qui est le représentant, enfin qui est l'offre de service des services publics de l'emploi. Bien, Pôle emploi n'embauche pas. La différence, elle est là.
Et donc Pôle emploi a pour objectif de mettre tous les moyens à la disposition des demandeurs d'emploi, au service des demandeurs d'emploi, pour qu'ils puissent s'insérer, c'est-à-dire s'intégrer dans l'emploi. Et donc Pôle emploi n'embauche pas, mais Pôle emploi oriente. Mais Pôle emploi ne fait pas que ça, il ne faut pas oublier. Hein, Pôle emploi, souvent les gens ne comprennent pas très bien ce que Pôle emploi fait. Pôle emploi met un ensemble une offre de services à destination des demandeurs d'emploi pour que les demandeurs d'emploi puissent se former, s'insérer, s'intégrer dans l'emploi, etc. Mais donc nous sommes par convention directe, obligation de convention directe avec le service du Pôle emploi. Nous sommes, dirons-nous, les cousins du Pôle emploi. C'est-à-dire que sans le Pôle emploi, nous n'existons pas, puisque c'est le Pôle emploi qui délivre un agrément, plus exactement une autorisation aux demandeurs d'emploi de pouvoir disposer de notre offre de service. Donc nous avons un destin totalement lié. Mais nous ne faisons pas le même métier. Nous accompagnons les demandeurs d'emploi pour qu'ils s'insèrent directement dans l'emploi, aux conditions normales sur le marché du travail, et Pôle emploi oriente. Donc Pôle emploi nous oriente des publics de demandeurs d'emploi. Dernière question très pratique. Sur un bilan de l'année dernière, combien d'emplois vous avez généré réellement? Oh, beaucoup, beaucoup. Beaucoup parce que déjà, nous avons beaucoup de demandeurs d'emploi qui sont nos bénéficiaires. Par an, ça avoisine les 300 demandeurs d'emploi qui sont nos bénéficiaires. Et sur leur parcours d'insertion, c'est-à-dire le parcours d'insertion, c'est un parcours pendant lequel on les accompagne à régler 100% de ce qui a un handicap, un frein pour eux pour accéder à l'emploi. Des fois, c'est simplement une mauvaise compréhension du territoire, mauvaise compréhension de ce qu'attend l'entreprise, un mauvais positionnement. En tout cas, on accompagne un demandeur d'emploi à régler tout ce qui est un frein à son intégration dans l'emploi. Et donc on a accompagné un grand nombre de demandeurs d'emploi et nous avons placé sur le parcours d'insertion de tous ces demandeurs d'emploi des heures d'emploi d'insertion. C'est-à-dire on les a embauchés et on leur a permis d'accéder à l'emploi, au monde de l'entreprise. Un petit mot, c'est le dernier, sur le trophée régional de l'entreprise citoyenne, c'était aussi hier. Oui, alors c'est une grande première, c'est la première édition. Ça fait 10 ans que le guichet territorial d'emploi d'insertion existe, on faisait nos 10 ans, mais on avait toujours dit qu'il fallait un jour que l'on félicite que les entreprises qui agissent en tant qu'entreprises citoyennes, qui s'engagent à nos côtés, qui libèrent des heures de travail à l'intention de nos bénéficiaires. Et donc il était important qu'on fasse le premier trophée des entreprises citoyennes de Guadeloupe, c'est-à-dire féliciter les entreprises, les mettre à l'honneur et être au plus près de nos partenaires qui sont les entreprises, et vraiment les valoriser. Merci Muriel Toto, j'imagine que les gens de Marie-Galante qui vous regardent vont être contents parce que c'est une île où la question de l'emploi se pose avec beaucoup d'acuité. Vous avez une antenne là-bas, je crois. Nous avons une antenne à Marie-Galante et nous sommes implantés bien évidemment en Jarry, mais Marie-Galante effectivement c'est un lieu, une île. Je suis très attachée à Marie-Galante, je suis marie-galantaise, donc vous savez, c'est quand on parle à une marie-galantaise de Marie-Galante, c'est un peu d'émotion. Son cœur, oui voilà, c'est ça, son cœur accélère. Mais c'est vrai que la problématique de l'emploi à Marie-Galante est importante et nous avions eu à une époque un outil de développement territorial pour le développement économique et social du territoire qui était un PLI. Marie-Galante n'a plus de PLI, le plan local d'insertion pour l'emploi, et donc il n'y a plus de levier, il n'y a pas de levier pour développer l'emploi. Les seuls leviers, c'est les entreprises qui veulent bien se développer. Il y a de moins en moins d'entreprises, il y en a qui ferment, c'est très difficile, on perd des habitants chaque année, la population diminue, et puis vraiment il y a un gros problème d'emploi sur le territoire. Non seulement elle diminue, mais elle change aussi l'orientation de couleur. Bien, alors on va parler, on va pas entrer dans le domaine aujourd'hui, Muriel, ce sera pour l'occasion, une autre occasion, toujours une occasion de vous inviter. On va quitter ce sujet qui est passionnant mais aussi compliqué, puisque la question de l'emploi est compliquée, mais on va venir vers quelque chose d'un petit peu plus, j'ai envie de dire plus light, c'est Demos Guadeloupe, c'est une orientation, c'est un projet que soutient Cap Excellence et la responsable de la politique culturelle est avec nous. Alors, pour que les gens comprennent, c'est quoi Demos Guadeloupe? Alors voilà, c'était un petit peu la question que j'allais vous poser. Savez-vous ce que veut dire Demos? Non, c'est pourquoi je vous ai invité, justement. Voilà, je sais, mais enfin, les milliers de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment ne savent pas. Donc Demos, c'est un dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale
social. Pour faire moins technocratique et plus simple, en fait, il s'agit de prendre des enfants issus des quartiers des 3 villes membres de l'agglomération et Abim-Bemao, et de les mettre dans un dispositif d'apprentissage et de pratique instrumentale. Oui. Donc cela va constituer un orchestre de 105 enfants, ce qui n'est pas rien. On leur confie des instruments, je crois. Alors, depuis la mi-janvier, donc on leur a remis les instruments. Ils ont commencé à pratiquer l'instrument. Et ce qui est très surprenant, c'est la manière dont ils acquièrent des compétences très très rapidement, parce qu'ils ne le font pas de manière, je dirais, classique et un peu habituelle. Ils ont eu toute une préparation en amont, avec de la danse, avec du chant, qui leur a permis d'intégrer certains mécanismes d'apprentissage. Et là, maintenant, je vois qu'au bout de quelques semaines, eh ben, ils jouent déjà des petites phrases musicales, qui au violoncelle, qui au violon, qui au bois, clarinette et autres instruments. Et je crois que la semaine prochaine, il va y avoir la première restitution, c'est ça? Alors, la semaine prochaine, c'est un peu particulier. Nous organisons avec le concours de la Philharmonie de Paris et la DAC, oui. Donc le ministère de la Culture Direction des Affaires région, culturelles, oui. Voilà, un séminaire pour l'équipe pédagogique, mais aussi les référents sociaux. Ouais. C'est une chose qu'on ne voit pas beaucoup dans le projet. On parle beaucoup des enfants, effectivement, de leur pratique artistique. Il faut voir que c'est aussi un projet à dimension économique, puisque c'est quand même une vingtaine de profs, d'intervenants artistiques que nous recrutons pour l'occasion sur 3 ans. Ce sont également des référents sociaux, donc soit des villes membres. Et là, depuis quelque temps, nous avons commencé à travailler avec le CEPSI, qui est une association sous tutelle du conseil départemental qui nous accompagne très fortement sur ce projet, tout comme la CAF. Donc c'est vraiment les principales entités publiques qui se sont mises autour de ce projet. Alors, je venais à cette restitution parce que vous avez dit qu'il y a un séminaire, donc le public est invité à écouter ce qu'il a dit. Le public est invité à venir voir donc, un petit peu ce qu'est cette équipe pédagogique qui sera en travaux pendant 4 jours. Oui. L'idée, c'est qu'on arrive... Alors, ces musiciens qui sont formateurs, ils sont guadeloupéens ou non guadeloupéens? Eh bien, ils résident tous en Guadeloupe. D'accord, merci. Bien évidemment. Si c'était la question, bien évidemment. Oui, c'était la question, bien sûr. À l'image de la Guadeloupe, nous avons une partie des enseignants qui sont évidemment étrangers, à la Guadeloupe, c'est évident. Évidemment, il y a des Européens, ce sont surtout des intervenants en danse, d'ailleurs notamment, et puis également des intervenants qui viennent de la Caraïbe. Alors, la suite de ce projet, ça va être au mois d'avril. Là, on pourra vraiment visualiser ces enfants. C'est ça. En fait, toutes les 6 semaines, nous regroupons ces enfants qui sont éclatés sur l'ensemble du territoire par groupe de 15 enfants. Donc nous avons 7 groupes, chacun ayant une famille d'instruments. Donc, alors nous avons les bois, clarinette, flûte, nous avons les cordes, violoncelle, violon et alto. Nous avons également des percussions, puisque quand même notre territoire est très reconnu pour ça. Et nous avons également les cordes, les bois. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque également les cuivres. Oui. Et les groupes cuivres sont très intéressants. Il n'y a pas de bouca. Il y a des percussions, en fait. Parce qu'il faut bien comprendre que le répertoire, même si c'est un projet de musique classique, le répertoire associe certes du classique comme Lully, mais également des œuvres du répertoire populaire. Par exemple, sera interprété lors des restitutions Bondier Bon, qui est un air traditionnel. Il y en a d'autres. Je ne vais pas tout dévoiler parce que je viens de la surprise. Justine, vous le savez, nous avons eu un grand musicien classique au XVIIIe siècle. La semaine dernière, il y a eu ce récital, fameux récital à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Et à Bastère de Chevalier de Saint-Georges. Il y a de quoi. Je ne sais pas si vous le savez, on dit même comme Mozart a copié sur lui. Bon, bref. On dit ça. Oui, on dit ça. Moi, j'aime pas tellement le mot de Mozart noir. Je préfère dire que Mozart, c'est un Saint-Georges blanc. Alors, le 9 mai, Paul Chonchon, il y aura une manifestation, le 16 juin, et la fête de la musique. Ça, ce sont des tutis, c'est-à-dire on prend tous les enfants éclatés sur le territoire, on les regroupe en formation orchestrale. Il faut vous imaginer 105 enfants, plus une vingtaine d'intervenants artistiques, enseignants, plus des musiciens professionnels qui viennent en renfort et qui travaillent
À la fin de ces 1 jour et demi, il y a toujours une petite restitution en public et c'est tout l'intérêt de ce projet. Non seulement il est démocratique parce qu'il permet l'accès à une pratique instrumentale pour les enfants, mais il est également démocratique pour l'accès au public pour donner de la visibilité à ce projet. Toutes les restitutions que nous faisons, et bien évidemment, sont en accès libre. Je tiens à signaler ce gros concert que nous ferons le 21 juin avec le conseil départemental. C'est le premier grand temps fort. Alors ça, c'est vraiment le temps fort. Oui. C'est vraiment la version définitive de 1 an de travaux. Oui. Et le deuxième concert, ce sera le 7 juillet aux Abîmes. Oui. Et là, nos 130 musiciens sur scène, et je ne sais pas si vous imaginez à quel point ça peut être compliqué de trouver un site et de trouver des lieux en Guadeloupe ou des salles. Oui, il n'y a pas encore de centre des arts, je sais. Exactement, qui puissent accueillir 130 musiciens de front avec des instruments, évidemment. On verra ça. Alors, c'est vous qui avez, en fait, c'est la dernière question, c'est vous qui avez porté ce projet. Quelle excellence. Quelle va être la finalité de la chose? C'est-à-dire qu'une fois que ces enfants ils ont acquis des bases musicales, etc., qu'est-ce qu'ils deviendront après? C'est toujours une décision individuelle. Cela étant, comme vous le savez, Danick, on prépare dans l'agglomération tout ce qui va se mettre en place. La logique voudrait, et c'est le cas dans la plupart des orchestres antérieurs, la logique voudrait que ces enfants en fait continuent une pratique instrumentale, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, même s'ils ne la poursuivaient pas, il est évident qu'un projet comme celui-ci les change durablement. Sur certains enfants, on voit déjà que les résultats scolaires s'améliorent, parce qu'apprendre de la musique, c'est de la concentration, c'est de la précision, c'est aussi être avec les autres. On parle beaucoup de vivre ensemble, mais simplement être avec les autres. Tout à fait. Alors, je rappelle très rapidement, 27 au 30 mars, séminaire de l'équipe pédagogique qui gère ces enfants, mais surtout, on va se rappeler que le 22 avril, il y a un stage d'abord, mais le grand moment, ce sera le 21 juin, et vous aurez l'occasion, Jocelyne, je vous inviterai à l'occasion de venir parler de ces fêtes de la musique, peut-être avec un ou deux de ces enfants, si possible, ou les formateurs, et puis le 7 juillet, oui, peut-être le concert annuel final de la première saison. En tout cas, merci d'être venu, merci pour cette belle initiative de Cap Excellence que vous avez soutenue, et puis on vous souhaite du succès. Voilà, et ça vient se conjuguer à tous nos autres projets. Bien sûr. On va bientôt sortir une web émission qui va valoriser les jeunes qui ont des parcours réussis, pour montrer que les jeunes ne doivent pas toujours pâtir d'une image négative, et qu'il y a des jeunes en Guadeloupe qui sont de réelles forces vives et qui réussissent, et souvent le hasard veut qu'ils soient sur notre territoire. Il est 13h48, il nous reste 12 minutes pour parler de tout. Je note pour nos téléspectateurs qu'il y a 3 femmes, je disais, une qui s'occupe d'insertion, une autre de jeunes et de la musique, et la dernière qui est responsable aussi mais oui, il faut le dire, de Pibel Larry, il faut le dire, Elisabeth, bonjour, et aussi agence de voyage. Et elle va nous faire partir tout de suite en direction de Sainte-Lucie. À Sainte-Lucie. Cette semaine, je vous emmène à Sainte-Lucie. Alors, vous savez comment j'aime la Caraïbe. Et cette petite île que les Guadeloupéens connaissent moins bien que les Martiniquais, puisque l'île est située entre la Martinique et Saint-Vincent. Donc, il y a beaucoup de Martiniquais. En plus, on parle beaucoup le créole aussi. Donc, ça fait une affinité. Et c'est une île où il y a 172 000 habitants, 642 km². Donc, c'est un petit peu plus petit que chez nous. Mais la Guadeloupe, c'est la plus grande des petites Antilles. Une fois c'est dit, une fois ça, on le saura. Donc c'est une terre où on a ça de commun, c'est que c'est volcanique et verdoyant. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Donc il y a 2 volcans, le Gros Piton et le Petit. Et puis le mont culminant à 950 mètres qui est le mont Jimmy. Voilà. Donc c'est une petite île qui a été colonisée aussi, donc 7 fois par les Français, 7 fois par les Anglais, et qui a son indépendance depuis 1979, donc relativement jeune, mais qui se débrouille quand même personne bien. ne meurt là-bas. Voilà, exactement. Personne n'est mort. Bon. Alors, ce qui est sympathique, c'est qu'il y a quand même des choses qui restent, notamment les enfants sont très à l'école anglaise, donc on les uniforme, nous on n'est pas trop habitués à ça. Il y a le côté anglais qui est quand
quand même très ancrée. Donc quand on y va, on est un peu dépaysé et c'est quand même très sympathique. Donc on peut y aller en avion. On a 2 compagnies aériennes, Air Caraïbes et Air Antilles. Pour des petits week-ends ou des séjours un petit peu plus longs. Donc c'est vrai qu'il y a l'été qui arrive, donc on pense aussi à des destinations proches. Et puis on peut aussi y aller en bateau avec l'Express des îles. C'est un peu plus long, c'est 6 heures de bateau, donc il faut être courageux. Mais en termes de coût, c'est vrai que c'est une économie aussi. Donc ça peut être envisageable. Et puis ce qu'il y a à découvrir, donc le nord de l'île est un petit peu a de très beaux spots. Donc pour ceux qui aiment la plongée, voir les beaux paysages. Vous avez aussi la ville de Castries qui a un grand intérêt, qui est très jolie. Et puis Gros-Îlet et Rottnest Bay. Ensuite, le sud est un peu plus sauvage, mais vous pouvez retrouver des petits villages de pêcheurs. Si vous voulez être plus dans l'authenticité, c'est là qu'on peut trouver ce genre de paysage. Et puis l'est qui est plus touristique avec des beaux hôtels comme le Sandals pour ceux qui connaissent, ou encore le Royalton, un nouvel hôtel qui a ouvert l'an dernier et qui propose aussi des séjours pour les couples ou encore pour les familles. Donc il y a deux ambiances dans un hôtel. Et puis vous avez l'ouest aussi, donc avec les volcans, ce que je disais, et Marigot Bay qui est très connu pour ses belles plages atypiques. Bon, c'est vrai que c'est plus les Européens qui sont sensibles à ça, mais l'ambiance aussi est différente, donc même pour nous c'est agréable. Alors qu'est-ce qu'il y a d'incontournable quand même? Alors les visites incontournables, il y a un magnifique jardin botanique qui s'appelle le Diamond Botanical Garden et Waterfall. Donc il y a le côté jardin et vous avez aussi les chutes. Donc ça c'est quand même très atypique. Nous on a tout mais un peu séparé. Là ils ont tout en un et c'est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on ne peut pas passer à côté. Après bon, j'ai parlé des plages, mais vous avez aussi les ambiances. Alors ce qu'il ne faut pas rater sur Sainte-Lucie, c'est ce qu'on appelle les Black Friday, les Friday Night, pardon. Friday Night, donc le vendredi soir à Castries, la ville est entièrement fermée. Donc on vous conseille même de venir en taxi parce que c'est compliqué de se garer. Et là vous avez tout au niveau musical, au niveau de la nourriture, au niveau de l'ambiance, de la culture. C'est vraiment quelque chose de très très original qu'on devrait s'en inspirer, je pense. Peut-être sur des villes. Un moment, je peux vous confirmer qu'effectivement c'est. Il y a toutes sortes de musique, aussi bien du reggae que du zouk. Donc c'est vrai que c'est une ambiance très particulière et très prisée. Après les incontournables, c'est bien sûr le festival du jazz, on en a parlé, qui a lieu au mois de mai. Oui, c'est du 6 au 13 mai. Et puis il n'y a rien organisé pour le festival? On a des packages, bien sûr. Voilà. Donc vous pouvez venir nous voir pour ça, on vous organisera quelque chose. Et puis au mois de juillet, il y a le carnaval. Ils sont en décalé par rapport à nous. Donc Sainte-Lucie, c'est une île, bien sûr, de la Caraïbe, mais elle a de ça d'être originale. Et c'est vrai qu'ils cherchent toujours à faire des petites choses à innover aussi. Au niveau du shopping aussi, on a un très très gros mall qui a ouvert depuis 3 ans. Et donc on peut trouver des choses intéressantes. Voilà. Pour y aller, c'est très simple, passeport en cours de validité. La monnaie, c'est le dollar ici, donc qui est 1 euro pour 3,38 dollars ici. On peut payer en dollars américains aussi. Et puis, la vie est facile. On peut parler créole, donc on peut se faire comprendre même si on ne parle pas anglais. Bien sûr. Et puis, ils aiment beaucoup les Martiniquais et aussi les Guadeloupéens par ricochet. Je signale qu'il y a une association de Saint-Lucien ici. Oui. Et puis c'est une destination aussi qu'on peut découvrir en croisière, puisque c'est une destination qui est sur les îles du Sud, bien sûr, que ce soit Costa ou MSC. Et c'est une destination que les gens apprécient parce que les Saint-Luciens sont très très gentils et très accueillants. Mais Elisabeth, nous irons un jour à Sainte-Lucie faire une chronique. Oui, bien sûr, c'est prévu. C'est prévu. On le fera et les gens verront avec des images en live ce qu'est cette île. Alors, voilà. Le package, on peut faire on vous fait un petit package, vol, transfert, hôtel. Après, ça peut être en
All Inclusive, c'est une destination qui est très prisée pour le All Inclusive, ou en séjour demi-pension, comme ça on peut visiter et s'imprégner aussi de l'île. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Donc les agences Riverains Tours, Pointe-à-Pitre, Moule, Basse-Terre et Marie-Galante, téléphone 05 90 91 72 10, le zcl.tv, et puis sur notre Facebook vous avez toutes nos offres. Alors on peut dire quand même que demain, oui, dimanche, pas demain, dimanche, on va visiter. Oui. Alors on peut le dire quand même. On peut le dire. Alors on va visiter le nouveau produit de la compagnie MSC qui est le Yacht Club, où c'est une croisière dans la croisière, une autre façon de voyager en croisière. Et on verra ça ici dans quelques jours. La semaine prochaine ou la semaine d'après. Voilà, merci en tout cas à vous trois. Je vais terminer avec du football, puisque vous savez que ce soir aura lieu le match Guadeloupe-Trinidad. L'équipe nationale de la Trinidad va rencontrer l'équipe nationale de la Guadeloupe sous la direction de Jocelyn Angoulouma. Reportage tout de suite pour savoir un peu plus sur ce que pensent les Trinidadiens et dans quel état d'esprit ils vont aborder ce match. Nous savons qu'il y aura de la défense devant nous. Nous allons rencontrer de l'opposition, mais c'est le but de toute équipe de battre Trinidad et Tobago. Donc nous devrons également faire face à ça et essayer de jouer le meilleur football possible. Nous avons beaucoup de buts dans ce jeu-là, mais nous allons nous concentrer sur le jeu et nous allons essayer de développer un jeu et puis de regarder un peu ce que ça donne à la fin et de reconsidérer notre approche après. Toujours très difficile d'obtenir des renseignements sur l'équipe de la Guadeloupe. Donc ce que nous allons faire, c'est nous concentrer sur notre jeu et être très prudent dans l'approche de façon à essayer de leur opposer le meilleur jeu possible. Very cautious and approach the game in a manner and let the game see how the opposition is going to come at us, and then we're going to adjust to suit. Nous attendons une opposition très forte. Nous savons qu'il y a des joueurs qui ont l'expérience de jeu européen, mais nous ne connaissons pas. Pour ce que je sais, c'est qu'une équipe qui est relativement forte. Donc nous attendons une opposition sérieuse. Mais écoutez, soyez au rendez-vous ce soir sur le stade des Abîmes pour supporter l'équipe nationale de la Guadeloupe contre Trinidad. Et puis on verra le résultat. Ce sera le match test pour Jocelyn Angoulouma, qui est le nouvel entraîneur des Guadaboys. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, les 13h58. Je remercie tous les gens qui nous regardent du lundi au vendredi. Et on va se retrouver lundi jusqu'à jeudi, puisque vendredi et saint, il n'y aura pas de ZCL. Je salue nos amis de France. Il fait un petit peu froid en ce moment, ils nous regardent. Ben, écoutez, coucou. Il fait 28 degrés en Guadeloupe aujourd'hui, donc je suis désolé, vous n'aviez qu'à être en Guadeloupe en ce moment. Sinon, on a reçu le maire de Trois-Rivières au début de cette émission ZCL VIP, puisqu'on reçoit un VIP en début de chaque semaine, en fin de chaque semaine, le vendredi, avec Marie-France Gougeot. Et puis ces trois dames, ces drôles de dames, mais des dames très actives que je salue, que je remercie d'être avec nous. Dani. Et puis on se retrouve lundi pour une nouvelle série de ZCL en direct de Canal 10 et en direct aussi de Radio Haute Tension, Capesterre, et de C10 FM, la radio même de Canal 10. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Salut à tous, bon appétit. Et puis on se retrouve, comme je l'ai dit, en début de semaine prochaine.